Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. L'ameublement de la saison 2 de l'émission Place aux aînés est une gracieuseté de Meubles Tardy. Bonjour à vous à la maison. Bonjour Michel. Bonjour. Comment ça va? Oh, super. Oui? Oui. Good, c'est bon. Aujourd'hui, à Place aux aînés, vous entendrez parler de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Madame Joanne Fortin, directrice générale, vous présentera les membres de son équipe, les objectifs de l'organisme et son mode de fonctionnement. En deuxième partie, vous ferez la connaissance de Madame Marie-Claire Dionne de Trois-Pistoles qui a accepté de faire un récit de vie. Pour les saines habitudes de vie, Mme Jessica Damour-Fraser de Croque Ensemble des Basques vous donnera des idées de collation qui pourraient sans doute vous aider à trouver le sommeil. Alors, voici le moment de vous présenter Mme Joanne Fortin, qui est directrice générale de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, ainsi que les membres de son équipe. Elle présentera l'organisme et son mode de fonctionnement. Ensuite, suivra Mme Cindy Alain, coordonnatrice clinique des programmes et des services, ainsi que Mme Carmen Bouffard, formatrice. Cela vous renseignera sur les ressources et services disponibles pour vous dans les Basques. Bonjour, nous sommes contents d'être ici pour vous parler de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Joanne Fortin, directrice générale. Je suis accompagnée de Cindy Alain, coordonnatrice clinique des programmes et des services, et Carmen Bouffard, formatrice à la Société depuis de nombreuses années. En fait, la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, c'est une entreprise d'économie sociale. On est donc à but non lucratif. On fait partie de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer qui regroupe 20 sociétés régionales. Notre mission, soutenir et accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches, leurs familles, et ce, dans la dignité. Donc, au niveau du financement de notre société, on a des subventions, mais on a aussi des dons qui viennent de la communauté. On en reçoit tout au long de l'année, que ce soit par le biais des salons funéraires et aussi via notre site Internet qui est possible de faire des dons. Une autre façon de recueillir des sous, c'est des activités de financement. Au Québec, la marche pour l'Alzheimer, c'est l'activité de financement la plus importante. Nous tenons notre marche le 29 mai, qui est le dernier dimanche de mai chaque année. Cette année, ça tombe le 29 mai. On a une marche réelle, concrète, à Matane, au Parc des Îles. Par contre, c'est possible de participer dans chacune des MRC virtuellement. Donc, on a une plateforme qu'on peut aller au www.marchepourlalzheimer.com. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez créer une équipe. Et les gens vont trouver votre équipe, faire des dons. Et les équipes qui amassent 200 $ et plus, c'est des marcheurs élites et ils ont des prix de participation spéciales pour les récompenser. Ce qui est important de dire aussi au niveau de la marche, c'est que les dons recueillis dans une MRC vont être pour bonifier les services dans la même MRC. Donc, les gens dans les Basques qui donnent des dons vont servir pour bonifier les services dans les Basques. Sinon, mais je vous encourage à venir marcher avec nous, que ce soit en virtuel ou vraiment concrètement le 29 mai. Maintenant, ce serait important de parler de nos services. J'invite Cindy Alain, notre coordonnatrice clinique, à vous parler de nos services. Donc, sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, on couvre les services dans les 8 MRC. Plus précisément, pour les Basques, on offre des services de répit-stimulation ainsi qu'un centre de jour. Pour le répit-stimulation, en fait, la personne qui intervient sur le territoire va se déplacer directement dans les familles ou dans les milieux de vie de la personne atteinte d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée pour offrir du répit. Donc, la personne qui est proche aidante peut
prendre un répit pour faire des commissions ou prendre du temps pour elle. Et par la suite, la personne qui va être intervenante auprès de l'usager va faire de la stimulation. Donc, on parle de stimulation cognitive, physique et créative. On parle d'une période d'environ 3 heures là, de répit dans les familles ou dans les milieux de vie. Donc, dans les centres de jour, les usagers vont se regrouper ensemble pour faire des activités autant de stimulation cognitive, de stimulation physique et créative. Et cela leur permet de briser l'isolement ensemble pour faire des activités pour une période déterminée d'une demi-journée environ. L'intervenante va faire plusieurs thématiques avec ces personnes-là. Puis le temps de jour, c'est une demi-journée, comme je disais, par semaine sur le territoire des Basques. Par la suite, à Matane, nous avons la chance d'avoir une maison d'hébergement pour des courtes durées et des longues durées. La maison d'hébergement a une capacité de 9 personnes dans le but de maintenir leur dignité et leur autonomie. Le temps de l'hébergement qui va avoir lieu à la maison. Donc, le nom de la maison, c'est la maison J. Arthur Desjardins. Pour avoir accès à nos services à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, il y a plusieurs façons de nous rejoindre. En fait, il y a une plateforme directement sur le site de Référence Aidance Québec pour faire du référencement. En fait, que vous soyez un professionnel de la santé ou un proche aidant, vous pouvez avoir accès à cette plateforme de référence sur le site directement de la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent au alzheimer-bsl.com. Et sur la page d'accueil, il y a un bouton en jaune qui est inscrit « Référer un proche aidant ». Vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez avoir accès directement au site Internet de référencement. Vous pouvez également nous contacter au numéro sans frais qui est le 1-877-446-2144. Puis, une personne va se faire un plaisir de vous référer à la bonne personne pour qu'on puisse vous prendre en charge avec nos services. Savez-vous quelle est la période où les personnes ont le plus de problèmes de mémoire pendant leur vie? Pouvez-vous essayer de répondre à cette question? Je ne vous laisserai pas languir longtemps, je vais vous donner la réponse. Entre 0 et 5 ans, on observe que c'est la période de notre vie où il y a le plus haut taux de problèmes de mémoire. C'est sûr qu'entre 5 ans et 10 ans, on a des flashs de souvenirs. Faites l'exercice vous autres même pour essayer de puiser dans votre passé et vous rappeler des événements. Mais même entre 5 ans et 15 ans, souvent, les flashs de souvenirs qu'on a de notre vie sont attachés à des émotions ou à des faits concrets ou à des photos qu'on a regardées toute notre vie. Donc, ce n'est pas le vieillissement qui fournit la plus grande période de problèmes de mémoire. Elle est déjà passée dans notre vie. Avec le vieillissement et la maladie, parce qu'un vieillissement normal n'inclut pas nécessairement des problèmes cognitifs, mais avec le vieillissement et la maladie, il arrive que des personnes ont des problèmes de mémoire importants. Et c'est le rôle aussi de la Société d'Alzheimer d'accompagner les personnes, de les soutenir et de les informer sur les types de maladies et comment agir avec ces problèmes-là. Nous, à la Société d'Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, nous sommes des privilégiés. On a assisté à préparer la nouvelle formation, le dernier cru, de la formation de la Fédération des sociétés d'Alzheimer du Québec, qui nous ont produit en automne 2021 une toute nouvelle formation sur 4 jours qui est tout à fait à la fine pointe de la recherche et des savoirs actuels. Et nous, on la dispense partout à grandeur du Bas-Saint-Laurent. C'est une formation de 4 jours qui peut être ventilée sur des demi-journées, en épisode Zoom ou en présentiel. Et si vous voulez avoir accès à ces formations-là, vous appelez directement à la Société d'Alzheimer avec les coordonnées déjà fournies et vous demandez la formation. Et là, on va organiser des groupes parce que les formations sont données en groupe, ne sont pas données à l'individuel. Donc, pour transmettre la formation. Comme formatrice, c'est sûr que ma gamme de formation, la gamme de groupes que je peux former peut s'échelonner, des professionnels de santé, des médecins, des proches aidants et des familles, des proches aidants,
et des personnes aussi en débutant la maladie, et monsieur, madame, tout le monde, du public général qui veut en savoir davantage. On peut aussi organiser des mini-conférences, des mini-présentations, et en fonction de toujours un concept d'activité de groupe. Et là, vous communiquez toujours avec la Société d'Alzheimer pour en savoir davantage. Et puis qu'on est allé sur le profil, on se déplace partout à grandeur du Bas-Saint-Laurent. La Société d'Alzheimer possède aussi un précieux centre de documentation. Un centre de documentation où vous pouvez avoir accès à de l'information sur la maladie, le rôle des proches aidants, les conditions d'hébergement, le deuil blanc. C'est une gamme de sujets vraiment tout aussi intéressants les uns que les autres. Et la Société peut vous faire suivre cette information-là via le monde virtuel et le monde papier, parce qu'on possède des documentations aussi sur place. À grandeur du Bas-Saint-Laurent, il y a aussi des intervenants dans chaque MRC qui ont envers eux un certain nombre de documentations et que, grâce à la présence de Cindy, dans son rôle de clinicienne, elle les supporte dans les différentes actions. Ce que je voulais vous dire qui m'apparaissait important, c'est qu'il y a un programme de santé cerveau pro qui a été mis en place cette année. C'est tout frais. Ça sort avril 2022, ça ne peut pas être plus frais. Et ce programme-là travaille sur la prévention de la maladie. On sait aujourd'hui qu'on peut faire des choses concrètes pour agir sur l'amélioration de notre santé et retarder le plus longtemps possible la présence des maladies cognitives dans notre vie. Merci. Alors, merci beaucoup, Mme Fortin, Mme Alain et Mme Bouffard, pour votre présentation fort intéressante. Bravo et bonne continuité dans votre mission au niveau du Bas-Saint-Laurent. Votre présence dans les Basques est essentielle afin d'aider les familles vivant au quotidien avec cette maladie si déroutante. Merci beaucoup pour elle. Voici maintenant Mme Marie-Claire Dionne de Trois-Pistoles qui va vous parler de son expérience de proche aidante auprès de son mari atteint de la maladie d'Alzheimer depuis 5 ans. Michel l'a rencontré dans sa demeure. Bonjour tout le monde. Bonjour Mme Dionne. Bonjour. Aujourd'hui, Mme Marie-Claire Dionne me reçoit chez elle pour nous parler de son expérience avec son mari qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Merci beaucoup, Mme Dionne, de nous recevoir chez vous. Ça me fait plaisir. Comme première question, comment vous avez détecté que votre mari pouvait avoir un problème, puis comment vous avez découvert qu'il avait la maladie d'Alzheimer? On était parti en voyage organisé en autobus pour un 4 jours. On est allé dans la ville d'Ottawa. On avait visité le Parlement et beaucoup d'autres choses. Et c'est en revenant en pleine nuit, au bout de la 4e journée, on avait laissé notre auto au centre d'achat. Puis, il a passé en avant du métro, il est sorti à côté du Petro-Canada, puis quand au lieu de s'en aller vers la 132, il a tourné à gauche. Fait que je lui ai dit, « Qu'est-ce que tu fais? On s'en va chez nous, ça marche pas, là. » Fait qu'il dit, « Je suis dans l'une. » Fait qu'il a reviré en avant du métro, puis il est revenu à côté du Petro. Puis quand il est arrivé sur le bord de la 132, il était figé, les 2 mains sur le volant. Puis, il clignotait ni d'un bord ni de l'autre, ni à droite ni à gauche. Puis là, j'ai dit, « Voyons, qu'est-ce que tu fais? » Puis il m'a regardé, il dit, « On va où? » J'ai dit, « On s'en va chez nous. Il faut prendre la 293, il faut que tu tournes à droite. » Puis quand il a pris la 132, il a resté sur la voie du centre. Puis il n'a pas clignoté pour aller vers la 293. Puis j'ai dit, « Voyons, on s'en va à la maison, là. Faut que tu prennes la 293. » Tasse à gauche, il a tassé. Puis en virant, il m'a dit, « Je suis donc bien mêlée. » Puis moi, quand il a dit ça, ça a allumé une petite lumière. Là, je me suis dit, « Oh, je pense qu'on est dans le trouble, il y a un problème. » Dans le fond, ça a été le premier vrai signe? Oui, oui. Okay. Ah oui, premier signe, oui. Bon, suite à ça, vous avez, j'imagine, demandé un rendez-vous avec votre médecin? Oui, on a demandé un rendez-vous à l'hôpital de Rimouski avec quelqu'un qui s'occupe des gens atteints de troubles cognitifs. Puis, il a passé des tests écrits, puis elle lui a parlé, elle a regardé après ça avec moi. On a jasé, on a discuté pour finalement, en conclusion, au bout de 15 minutes, là, parce qu'Harold avait été pris à part pour faire ses examens, tout ça. Au bout de 15 minutes, on était de retour ensemble, puis là, elle nous a dit, «
bon, j'ai la mauvaise nouvelle. Monsieur est atteint de troubles cognitifs, il est atteint d'Alzheimer. Moi, c'est sûr que avec ce que j'avais vu, je m'y attendais. Mais j'avais le cœur gros puis j'avais des larmes, c'est sûr. Puis lui, il était comme... il n'y avait aucune réaction. Il était figé, il ne se passait rien, là. Pas du tout. Puis la médecin lui a dit, c'était une jeune femme, elle lui a dit, Monsieur Gauvin, vous ne parlez pas, comment vous prenez ça? Puis la seule réponse qu'il a eue, je pense, il a dit, je me serais passé de cette merde-là parce que son père avait l'Alzheimer aussi. Il dit, je me serais bien passé de ça. Puis quand on est remonté, bien, c'est sûr que c'était difficile. Là, j'essayais de l'encourager, puis je lui disais, bien, garde, on va continuer d'avoir des projets, on va continuer de voyager. Puis tout ce qu'il m'avait répondu, où c'est que tu veux qu'on aille quand j'aurai plus ma tête, puis je saurai plus où je vais. Fait que pour lui, là, il était vraiment, là, c'est comme si on a reçu un mur de briques sur le dos. Vous me dites que vous avez été à Rimouski, mais j'imagine que c'est votre médecin de famille en premier qui vous a envoyé là-bas. Qui nous a référé parce que quand elle l'avait vu, on est allé quelques jours après cet événement-là, là, il y avait un rendez-vous. Puis quand elle l'avait vu, elle m'avait dit, mais ils m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, elle voyait qu'il était, il y avait dans l'attitude, elle posait une question, il était hésitant. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Puis là, c'est ça, là, elle avait référé après. Là, on parle de 5 ans. Oui, le 15 mars, c'est ça, le 15 mars 2017. Un coup qu'on revient avec, un diagnostic précis, vos enfants, la famille alentour, comment qu'on vous annonce ça? Ça n'a pas été simple, parce que Carole ne se sentait pas capable de le faire tout seul, puis je comprends aussi, c'était toute une chose à faire. Pour ce qui est des 2 garçons, Éric et Steve, avec qui on travaillait à la ferme, eux s'étaient rendus compte de quelques petites ratées. Ils voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Des fois, ils lui donnaient une consigne, bon, va faire telle chose, puis il arrivait, puis il revenait au bout d'une demi-heure, c'est quoi tu me dis? Ou bien il faisait autre chose, puis il disait, voyons, c'est pas ça que je t'ai dit de faire. Puis eux autres s'étaient rendus compte qu'il y avait quelque chose. Pour ce qui est de mon autre fils qui travaille dans la région de Québec, lui, je l'avais appelé pour lui dire, puis c'est ça. Mais c'était le premier que j'ai appelé quand il y a eu l'incident d'Ottawa, en revenant d'Ottawa. Puis le maman, il dit, comment tu vois ça? J'ai l'impression qu'il fait d'Alzheimer. Puis là, il m'a dit, ce serait important que vous alliez consulter tout ça. Mais là, quand il y a eu la confirmation, c'est sûr que pour eux autres, c'était quelque chose de... Parce que le père à Carole est atteint d'Alzheimer. Il y a eu de ses frères et sœurs qui l'ont été aussi. Veut pas, ça, comme on dit, ça fait trembler, là. C'est ça, sont insécures, eux autres aussi, face à la maladie. Puis ce qu'on a fait pour les sécuriser, c'est qu'on est allé à la clinique de la mémoire à l'Enfant Jésus pour valider si c'était pas une forme génétique. Oui. Puis finalement, ça s'est avéré que non. Fait que lui, Carole était très heureux de ça. Il dit, au moins, j'aurais pas donné ça à mes enfants. Mais c'est ça. Puis pour ce qui est de ses frères et sœurs, c'est ça. Il les a appelés un par un. C'est sûr que j'étais à côté de lui là, pour jaser. Là. Puis c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que ça n'a pas été simple parce qu'eux autres aussi, tu sais, le fait que la famille, il y a plusieurs membres de la famille de leur père qui étaient atteints, même leur père, à ce moment-là, c'est sûr, forcément, ça crée une grande insécurité. Là. C'était un fardeau, c'est quelque chose de dur à faire. Oui, puis pour vous aussi. Et vraiment, oui. La Société d'Alzheimer, est-ce qu'elle travaille avec vous, elle vous a aidé, puis comment vous êtes arrivé avec eux? Oui, c'est qu'au début, c'est que j'ai eu le diagnostic en mars, mais aller jusqu'en décembre, j'étais incapable d'en parler. Puis là, moins j'en parlais, plus je sentais des symptômes là, de stress, d'angoisse, puis j'avais la boule dans la gorge. À un moment donné, je me disais, là, faut que je fasse quelque chose. Puis j'ai appelé Guillaume au Capable parce qu'on avait eu une formation un bon moment donné où je m'étais inscrite. Puis il avait dit, Madame Dionne, à n'importe quel temps, c'est un film sur l'Alzheimer. Puis si vous avez besoin, on est là, tout ça. Puis là, j'ai appelé Guillaume. J'ai dit, là, je fais vraiment pas bien. Je cherche mon air. Puis j'en viens pas à bout. Je suis complètement dans le vide, là. Puis là, il m'avait dit, je vais appeler la Société Alzheimer. Il dit, elle va vous appeler, c'est sûr, aujourd'hui.
ça devrait pas tarder, je l'appelle tout de suite. Fait que ça n'a pas été trop long, au bout de 15 minutes, elle me rappelait, puis on a fixé un rendez-vous. Mais c'était un moment charnière pour moi parce que ça m'a permis de retomber sur mes deux pieds. Parce que là, ça venait de chambouler complètement. Puis j'avais pas envie non plus d'accabler mes proches, soit mes enfants ou mes frères et sœurs ou les beaux-frères, belles-sœurs. Parce que moi, je me dis, c'est moi qui vivais une détresse, donc il fallait que je me prenne soin. Puis Nathalie, elle m'a accompagnée pendant une année complète qui m'a permis de me ressaisir parce que j'allais vraiment pas bien, c'était difficile. Ouais. Puis aussi, ça a permis d'aller... je voulais faire un voyage avec lui parce qu'il voulait aller dans l'Ouest canadien, ce qu'on a pu réaliser. Ah oui? Oui. Wow. Puis elle m'a aidé à mettre des choses en place pour faire en sorte qu'on soit capable de le faire, puis que ce soit un moment heureux, puis qu'on vive une belle expérience. Elle m'a dit qu'il faut qu'il y ait des filets de sécurité autour de lui, puis ça devrait bien aller. Elle m'a beaucoup aidé là, pour... Puis on a fait ce voyage-là, c'était magique parce qu'il en parle encore. C'est quand? Vous avez fait ça? On a fait ça 2 ans après le diagnostic. Okay. Oui. Bravo. Bravo de ne pas vous être arrêté à juste vivre la maladie. Ça, je vous félicite. Merci. Je pense que votre force, ça vient de la vie agricole que vous avez connue aussi. Oui, c'est sûr. Hein? C'est des défis au quotidien, oui. Oui. Maintenant, on vit ça comment? Qu'est-ce qui arrive avec votre mari? Puis les futurs défis qui vous attendent, autant lui que vous? Pour le moment, il est encore à la maison, il est encore ici avec moi. Les défis, c'est de m'ajuster au quotidien, au changement, parce que je sais que cette maladie-là est évolutive. Donc, si c'est pas stable, c'est sûr qu'en bas de m'amener, ça va aller vers le bas, et ça a déjà commencé à glisser. On est sur la pente descendante actuellement. Là, ça va lentement mais sûrement, comme on dit, là. Puis le défi pour moi, c'est d'aller chercher l'aide, de continuer à aller chercher l'aide que j'ai besoin, d'aller chercher les ressources, de prendre des répits aussi aux besoins, puis de ne pas me laisser avaler par la maladie, parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui vont trop loin, ils s'épuisent, puis ça fait... Il va falloir que je sois très, très, très vigilante puis prudente par rapport à ça, pour ne pas y laisser ma vie non plus. Là. Exact. C'est ça, fait que... Puis c'est cette partie-là, d'avoir cette lucidité-là, de savoir quand ça va être assez, puis de dire, là, je ne peux plus continuer, il faut qu'il soit placé. J'espère que je vais avoir cette sagesse-là. Et cette force-là. Et oui, surtout. Je vous la souhaite. Surtout, merci beaucoup. Madame Diane, vous êtes extraordinaire. Merci. Merci. De nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. Je vous aime. Merci. Moi aussi. Merci beaucoup. Merci, Madame Dionne. Ce fut un grand plaisir de vous connaître. Vous êtes une femme résiliente et pleine d'amour et de sagesse pour votre mari. Votre témoignage est très touchant. Il aidera sûrement des personnes qui vivent la même situation que vous. N'oubliez pas, il est très important d'aller chercher de l'aide lorsqu'on en ressent le besoin. Madame Diane, je profite de vous saluer à la maison. En dernière partie, pour les saines habitudes de vie, Mme Jessica Damour-Fraser de Croque Ensemble des Basques vous a préparé des idées de collation qui pourraient être bénéfiques à consommer en soirée pour favoriser votre sommeil. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jessica Damour-Fraser. Je travaille pour l'organisme communautaire Croque Ensemble des Basques, que tout le monde connaît bien ici dans les Basques. Et moi, je donne les ateliers de cuisine collective. Donc, aujourd'hui, dans le cadre des saines habitudes de vie alimentaire, j'aimerais vous présenter des aliments et des boissons chaudes qui favorisent le sommeil. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de manger avant de se coucher, mais des fois, on peut avoir une petite fringale et le fait de se nourrir correctement avant d'aller au lit peut vous aider à sombrer plus paisiblement. Alors, je vais vous présenter ici des aliments que l'on peut manger avant d'aller au lit, à place d'avoir une fringale soudaine pour du chocolat, des chips, du sucre qui vont vraiment nous nuire à la qualité de notre sommeil. On pourrait facilement changer nos habitudes pour troquer ça contre un petit légume vert. Alors, on va prioriser une petite laitue. Ça pourrait être des feuilles d'épinards, ça pourrait être une petite branche de céleri,
le fenouil qui est moins connu, mais qui est très doux et anisé, très succulent avant d'aller au lit. Alors, on aurait aussi un petit beurre de noix ou de peanut, d'arachide, que l'on pourrait mettre sur un fruit. Et ça va être bourratif et ça va combler notre petit manque, parce qu'on sait que des fois, avant d'aller dormir, ce qui pourrait nous empêcher de tomber dans le sommeil, ça serait d'avoir un petit creux. Donc, en ayant un petit fruit avec un beurre de noix ou d'arachide, ça va aller combler le petit vide et nous aider à apprivoiser le sommeil plus calmement. Alors, sinon, dans cette suite-là aussi, on pourrait opter pour un petit bout de pain. Alors, j'ai ici du pain multigrain. On ne va pas prendre du pain blanc parce que dans le pain blanc, on sait qu'il y a du sucre, beaucoup de sucre. Alors, un petit bout de pain avec un petit peu de beurre de noix, encore une fois, ou d'arachide pourrait nous aider à boucher ce petit creux. On pourrait aussi y aller avec un yogourt. Vous connaissez les beaux petits yogourts grecs. Alors, le yogourt grec, c'est très santé et ça pourrait nous aider aussi à combler cette petite faim soudaine qu'on aurait avant d'aller au lit. En tombant dans les boissons chaudes maintenant, aussi avec le citron et du miel, on pourrait mélanger dans de l'eau chaude qu'on fait bouillir, un peu de miel et un petit quartier de citron. Et on sait que le miel et le citron est vraiment favorable au sommeil et a des propriétés apaisantes. Des noix aussi, on dit que les pistaches et les amandes sont vraiment bénéfiques pour nous relaxer en soirée. Alors, on va les consommer pas directement avant d'aller au lit, mais plutôt dans la soirée et va combler le manque de notre estomac qui gargouille juste avant d'aller au lit. Alors, tous ces petits trucs pour boucher un trou avant d'aller au lit sont vraiment santé et une bonne alternative à aller fouiller dans le garde-manger pour aller grignoter des petits restants ou des restants de table qui pourraient être problématiques là, au niveau de la nuit, nous activer, et c'est pas nécessairement ce qu'on va rechercher pour une nuit calme. Dans les boissons chaudes, une petite tisane avant d'aller au lit. Donc, tout simplement, on fait bouillir l'eau. Et je vais vous parler de quelques fleurs que vous connaissez sûrement peut-être pour leur renommée dans ce domaine qui est la relaxation et l'apaisement du stress avant d'aller au lit pour les consommer. Alors, en premier, je crois que vous connaissez sûrement tous la camomille. La petite camomille qui est une fleur qui pousse, qui ressemble un peu à la marguerite, mais plus petite. Alors, on la trouve dans tous les supermarchés. Elle peut être sous forme de petits sachets déjà ou comme ça ici en vrac. Alors, on fait infuser dans une petite boule un treillis métallique ou on peut aussi utiliser un petit tamis. Moi, j'utilise souvent ça là, pour carrément infuser directement dans l'eau. Après, on verse l'eau et on filtre nos fleurs. Vous connaissez sûrement aussi la lavande. Cette belle lavande ici qui a été récoltée sur l'île verte. Alors, la lavande qui peut aussi être infusée est très relaxante avant d'aller au lit. Et l'odeur, on saura que c'est vraiment très beau. Et dernièrement, la valériane. La valériane, on utilise les racines et c'est vraiment une plante qui est très efficace pour amener le sommeil et qui va vous apaiser une très bonne partie de la nuit. Vous pouvez la trouver sous forme de tisane ou en concentré comme ça, qui est une teinture mère très concentrée. Alors voilà, j'espère que ces petits trucs vous aideront à trouver le sommeil et passer de belles nuits. Alors je vous dis, faites de beaux rêves. Merci. Alors, merci beaucoup, Jessica, pour tes idées de collation, très accessibles à tous. À vous d'en faire l'expérience, si vous en sentez le besoin.
Nous espérons que cette 15e émission a su vous apporter divertissement et information. Dans la prochaine et dernière émission de la saison de Place aux aînés, nous exploiterons le thème de la bienveillance. En première partie, Mme Linda Bérubé, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de maltraitance auprès des aînés, vous présentera la différence entre la bientraitance et la bienveillance. Dans la deuxième partie, plusieurs organismes vous donneront des exemples bien concrets de bientraitance et de bienveillance qu'ils réalisent avec et pour leur clientèle de la MRC des Basques. Pour terminer l'émission, Mme Madone Denis, membre du comité d'encadrement, vous adressera un mot expliquant comment les émissions de Place aux aînés ont été bienveillantes pour les aînés de la MRC, et ce, depuis 2 ans. Alors, au revoir Michel. Bye bye. Alors, on vous salue à la maison et on vous dit à bientôt. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.